il est tout sec. Il est tout sec, tout mort. Et là, c'est quand il est vivant. Il bouge un peu. C'est où la sclérote pour La Mathieu? sclérote, c'est ça. Pourquoi c'est gonflé ici et puis c'est que des veines? Parce qu'il est passé plus sur celui-ci que les autres, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Il doit y avoir plus de Ah oui, il a enrobé un Et puis flocon vous voyez, le d'avoine là. flocon d'avoine, il est beaucoup plus gros que ces deux-là. Merci d'être venus aussi nombreux pour voir quelque chose qui ressemble pas forcément à grand chose, qui ressemble un peu à de l'omelette, un filet jaunâtre. Tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord. Alors, donc moi je me présente, je suis Elisabeth Cartier. Au zoo, je m'occupe de drôles d'animaux. Je m'occupe d'animaux qui ont 2 pieds, 2 jambes, des fois des lunettes, des cheveux. Vous voyez de qui je parle? Ouais, exactement. Moi, je m'occupe pas des animaux, je m'occupe pas directement du blob, mais je m'occupe de tout ce qui va être les panneaux, les animations dans le zoo. Et puis avec moi, j'ai Marlène. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Moi je suis jardinier au Parc zoologique de Paris et je m'occupe quotidiennement tous les jours du blob au sein du parc. Alors pourquoi est-ce qu'on vient du Parc zoologique de Paris et qu'on vient au muséum? Parce qu'en fait, le muséum, c'est une grande maison, vous le savez peut-être. Vous avez vu tout le jardin des plantes, tout ça, toutes les galeries, les jardins, la ménagerie, ça fait partie du muséum. Le muséum, c'est plein de chercheurs. Et puis le muséum, c'est plein de sites en France, et notamment le Parc zoologique de Paris. Donc en fait, quand on vient ici, nous, on traverse un arrondissement, mais on est encore chez nous. Le zoo, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous avez un petit doute quand on parle de zoo de Paris, c'est celui qui a le Grand Rocher. Est-ce que certains d'entre vous y sont déjà allés? Ouais. Si vous vous rappelez la serre, là c'est la vue d'un peu au-dessus, alors elle est encore plus impressionnante comme ça, presque. Et donc au zoo, on y vient pour voir des animaux, quand même quelques plantes. J'ai mis une plante parce que pour Marlène, il faut quand même qu'on montre que son travail, il est très apprécié. On a plein d'animaux qui vont déambuler dans des décors tout à fait végétalisés, très intéressants. Et puis en 2019, on a choisi d'accueillir ça. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous en pensez c'est une drôle d'idée ou est-ce que ça paraît évident quand on accueille tous ces animaux d'accueillir ça? C'est évident. Oh alors. On accueille tous les animaux au zoo, donc pourquoi pas accueillir ça? Et le végétal, on va voir justement pourquoi on a choisi d'accueillir ce blob et on va essayer de comprendre un peu ce que c'est, comment ça vit. Est-ce que donc vous avez tous déjà entendu parler du blob? Vous êtes déjà, pour certains d'entre vous, des spécialistes du blob? Bon, tant mieux, parce que nous, on n'est pas non plus des spécialistes du blob. Vous avez compris, moi, je m'occupe des animations. Marlène, elle est jardinière, elle fait partie de l'équipe des jardins. Mais ça ne veut pas dire que nous, on fait de la recherche sur le blob. On n'est pas des grands spécialistes, mais comme on le côtoie quand même régulièrement, on va vous faire découvrir cette créature. Donc ça, c'est une forme du blob quand il est dans son état naturel. Le blob au zoo, quand Marlène dit qu'elle s'en occupe, elle va s'en occuper aussi dans ce qu'on appelle des boîtes de pétri, et donc on expliquera après comment on s'en occupe justement au quotidien. Mais déjà, vous, qu'est-ce que ça suscite comme réflexion, le blob? Quand je vous dis blob, vous pensez à quoi? Ah, une bulle. Est-ce que ça vous pose des questions? Est-ce que... Une bactérie? Une cellule? Oh là là, on arrive tout de suite à des mots très compliqués. Ça t'évoque Covid-19? Ah ouais. Bon, on va l'oublier celui-là, on dit que ça n'existe plus et on est tranquille. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose d'autre sur le blob? Plutôt un champignon. Déjà, on a bactéries, champignons, effectivement, on ne sait pas trop très bien ce que c'est. D'autres idées? Thomas Pesquet. Ah, ouais. Effectivement, il y a un lien. C'est tout à fait pertinent comme observation. Ça paraît très très éloigné de ça. Mais pourtant, Thomas Pesquet a bien un lien avec le blob. Voilà quelques questions qu'on entend souvent quand on est au zoo et qu'on nous parle de blob. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un champignon? Est-ce que c'est un Covid-19? Est-ce que c'est dangereux? Souvent, quand on a entendu parler du blob, on a entendu dire que c'était immortel. Donc on va essayer de répondre à cette question.
Intelligent, ça c'est une question extrêmement difficile. On va apporter quelques bribes de réponses. On a souvent la question, peut-on le manger? On l'a déjà eu d'ailleurs avant que tout le monde n'arrive. Ça, on verra aussi peut-être. Et puis, souvent, à quoi sert-il? Mais on va déjà commencer par, qu'est-ce que c'est que le blob? Et on va faire une expérience. Vous imaginez qu'on a un blob, qu'on le met sous une coupelle de verre, sous une cloche de verre, et qu'on attend un petit peu. Vous l'avez au milieu, hein. On a fait la même expérience en mettant une plante sous une cloche de verre, un animal sous une cloche de verre, c'est pas très gentil, mais on va le faire pas très très longtemps, un champignon et un caillou. Au bout de quelques instants, de quelques minutes, il apparaît des petites gouttelettes d'eau sur le verre. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut bien vouloir dire? Que c'est vivant? Pourquoi c'est vivant? Toi derrière? Je pense que c'est la respiration. C'est la respiration. Ouais, effectivement. Vous avez déjà tous fait l'expérience, hein, quand on met un miroir devant sa bouche, il y a de la buée qui apparaît. C'est un signe qu'on est vivant, effectivement. Donc ça veut dire que plante, c'est un être vivant. Animal, c'est évident. Champignon aussi. Le blob aussi. Et donc notre caillou, non. Le blob est vivant. Premier élément important, on aurait pu en douter en regardant. Alors, certains ont pensé que c'était une plante. Pour vérifier si c'est une plante, déjà, est-ce que c'est quoi la caractéristique d'une plante? Ouais, effectivement. Elle va pouvoir récolter la lumière du soleil, des sels minéraux, et ça va lui suffire pour vivre. Effectivement, tu as raison. Ça a des racines pour capter les sels minéraux et l'eau. Et ça fait exactement la photosynthèse. Hein, on vous résume tout ça dans cette plante. Est-ce que le blob est capable de photosynthèse? Est-ce que si on lui met que des sels minéraux et de l'eau? Non, tu confirmes? Le blob, il a besoin de manger. Et il est efficace. Hein. Bon, c'est un petit peu accéléré. Mais donc, le blob, c'est pas une plante. Si on avait regardé plus finement, on aurait pu voir d'autres éléments qui font dire que c'est pas une plante, mais c'est déjà une bonne observation. Si c'est pas une plante, qu'est-ce qu'on pourrait tester? Champignons, tu disais? Oui. C'est une bonne idée. On va la tester. Les champignons, vous avez peut-être déjà vu, ça fait des spores pour se reproduire. Et il se trouve que le blob, il fait aussi des spores. Cette forme du blob, elle est complètement différente de celle qu'on a vue avant. Vous voyez, on voit un peu le réseau, mais on voit aussi plein de petites boules. Et ben, c'est une étape qui va précéder la production de spores. Donc, ça pourrait être bien. Mais si on va beaucoup plus finement dans la biologie du champignon, que je ne maîtrise pas non plus, alors on ne va pas aller trop finement dans la biologie du champignon, on se rend compte que le champignon n'ingère pas sa nourriture de la même manière que le blob. Le blob va ingérer justement sa nourriture, alors que le champignon va l'absorber. Puis le champignon, vous savez peut-être qu'on voit la partie du champignon qui est visible, mais dans le sous-sol, ouais, il y a plein de filaments blancs, ce qu'on appelle le mycélium. Le blob, ça fait pas du tout ça. Donc, champignon, c'est pas une bonne idée. Un animal? Un animal, ouais, ça pourrait être quoi la différence entre une plante et un animal? T'as une idée? Ça bouge? C'est ce que tu allais dire aussi? Ouais, et toi aussi? Donc, effectivement, un animal, ça bouge. Est-ce que le blob, ça bouge? Ça bouge? Ça respire, ça bouge, c'est pas mal. Est-ce que, Marlène, tu l'as déjà vu bouger à cette vitesse-là? Pas vraiment, il faut vraiment y rester très longtemps devant lui pour le voir bouger. Et on dit qu'il avance en général de 1 à 2 cm par heure. Donc il faut vraiment rester devant
toute la journée si vous voulez vraiment le voir avancer. Effectivement, le blob bouge, comme beaucoup d'animaux. Tous les animaux ne bougent pas, hein. Si vous venez au zoo, vous verrez des animaux qui ne bougent pas. Les coraux dans l'aquarium de Madagascar, vous ne les verrez pas bouger, mais vous ne les verrez pas se déplacer en tout cas, mais ce sont bien des animaux. Le blob, ça peut être pas mal cette option de l'animal, mais vous l'avez compris, hein, la vidéo là, elle est très accélérée. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin pour vérifier si c'est un animal. Et quand on observe au microscope le blob, ça ressemble un peu à ça. Alors c'est pas forcément un très très gros grossissement là, mais en tout cas ça permet de comprendre. Ce qu'on voit qui est plus foncé, c'est des veines. Dans ces veines circule un liquide, et c'est ce liquide en fait qui va faire avancer le blob. Il va se propulser dans un sens. Ce qui est bizarre par contre, c'est que contrairement à nous, des fois le liquide il va dans l'autre sens. Donc ça fait un peu des allers-retours, c'est pour ça qu'il avance pas très vite, il fait un petit peu comme ça. Il n'a pas de cerveau. C'est vrai que quand on regarde comme ça, est-ce qu'on reconnaît des choses de chez nous? Non. En fait, on ne reconnaît même pas vraiment de structure qu'on peut avoir chez un animal, parce qu'en fait, quand on le regarde, ce qu'on voit, c'est une seule cellule. Quelqu'un tout à l'heure, c'est toi tout à l'heure hein, qui a parlé de cellules. Est-ce que tu sais nous expliquer ce que c'est qu'une cellule? C'est compliqué à expliquer. Hein. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est qu'une cellule? On va essayer de... Bon, allez, toi. C'est plusieurs molécules assemblées qui forment une cellule. Et avec plusieurs... et par exemple, il y a la cellule de l'air, il y a la cellule... Il y a la cellule de l'air. Les cellules, on les trouve plutôt chez les êtres vivants, quand même. La cellule, ça produit, par exemple, la peau. C'est en fait... C'est quelque chose, je ne sais pas dire vraiment, qui va produire la peau. Après, je ne connais pas trop d'autres cellules. Est-ce que nous, dans notre corps, déjà, on a des cellules, par exemple? Ouais, bien vu. Nous, on est formés de cellules. La cellule, c'est pas la plus petite chose qu'on peut voir dans notre corps, parce que la cellule, à l'intérieur de la cellule, il y a d'autres choses. Mais ce qu'on voit là-haut, c'est souvent une représentation de la cellule. C'est la petite unité fonctionnelle de notre corps. Alors, est-ce qu'on la voit à l'œil nu? Non. Par contre, on vient de dire que le blob, on le voyait à l'œil nu. Alors ça, c'est bizarre, il va falloir qu'on creuse cette histoire quand même. Cette cellule, il peut y en avoir de différentes formes. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de neurones. C'est quoi les neurones? C'est ce qui donne l'intelligence, ouais, c'est ce qui permet de faire passer l'information nerveuse. De globules rouges, de globules blancs? Les globules rouges et globules blancs, ça protège le corps des maladies. Ouais, ça circule dans le sang. Hein. Et bien ça, c'est des exemples de cellules. Donc nous, ça veut dire que dans notre organisme, on a plusieurs cellules. On a effectivement qui produisent la peau. Elles ne se ressemblent pas toutes. Elles sont pour la plupart invisibles à l'œil nu, même pour quasiment la totalité. Et le blob, lui, c'est bien une cellule. Mais une cellule géante, qu'on voit à l'œil nu, une cellule un peu différente des nôtres. Et une cellule qui va avoir, nous, dans nos cellules en général, on a un noyau, c'est là qu'il y a l'essentiel de l'information pour nos cellules, c'est là qu'il y a les chromosomes, pour ceux qui ont déjà entendu ce mot-là. Nous, donc, une cellule, c'est un noyau. Chez le blob, c'est une cellule avec plein de noyaux. Une cellule qui va pouvoir se grandir jusqu'à atteindre des surfaces bien plus importantes. En général, alors ça c'est à quelques dizaines de milliers de millions près, hein, mais voilà, on estime qu'il y a 30 avec je ne sais pas combien de zéros derrière cellules dans notre corps. Donc vous voyez un peu la différence. Donc est-ce que c'est un animal le blob? Non, parce que les animaux ils ont toujours plusieurs cellules et le blob une seule cellule. Alors on pourrait continuer comme ça, hein, parce qu'en fait, si on considère le vivant en disant ce qu'on n'est pas, nous par exemple, on est des animaux sans ailes, on est des animaux sans antennes. C'est pas comme ça qu'on classe le vivant, c'est pas comme ça qu'on nous considère. Donc on va pas dire que c'est pas du lichen, c'est pas une bactérie non plus. Le blob, c'est un autre groupe dans le vivant. Parce qu'en fait, il y a des groupes qu'on connaît bien, les plantes, les animaux, les champignons. Mais il y a d'autres groupes qu'on ne connaît pas.
C'est pas parce qu'il n'existe pas en de nombreux exemplaires, c'est juste qu'on y a moins prêté attention. Le blob, c'est un amoebozoaire, précisément de la famille des myxomycètes. Donc, un animal formé d'une cellule qui va pouvoir avoir un stade fixe et un stade mobile. On en reparlera un petit peu au moment de la reproduction. Dans les myxomycètes, il n'est pas tout seul. Souvent, on a l'impression que le blob, c'est l'exception, c'est un phénomène, il est seul au monde. Pas du tout. Il y en a plein d'autres. Il y a le vomi de loup, le caca de lune, le lait de loup, la fleur de thym, ou de tane, je ne sais pas comment on prononce. Et puis vous voyez, ça a toujours des formes extrêmement bizarres. Et j'allais dire ces animaux-là, non, ces créatures-là, ces myxomycètes, eh ben, ils vivent autour de nous. Ils ne sont pas forcément exceptionnels, on peut en avoir facilement, on peut en voir. Et on ne les connaît pas tous. Tous n'ont pas des noms communs. Le blob, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on savait pas, il n'avait pas de nom commun. Il ne s'appelait pas blob, il s'appelait Physarum polycéphalum. Personne n'avait eu l'idée de lui donner un petit nom gentil. Il y en a dans le monde entier, et donc ils sont extrêmement variés. Si on se remet sur cette représentation, est-ce que quelqu'un a déjà vu une représentation comme ça du vivant ? C'est un arbre du vivant très schématique. On va avoir les bactéries qui sont extrêmement nombreuses, qu'on n'imagine même pas tellement elles sont nombreuses, qui forment une branche de l'arbre en bas. Les archées qui sont un autre groupe qu'on connaît encore moins bien que les bactéries, nous en tant qu'êtres humains, qui sont un autre groupe. Puis après on va avoir ce qui est un peu plus familier. Les plantes d'un côté, les animaux de l'autre, et on retrouve notre blob, amoebozoaire, myxomycète. Nous, on est où là-dedans ? Dans le bleu, effectivement, on est bien des animaux. Je suis contente que personne n'en doute, parce que des fois, quand on dit ça aux enfants, aux zoos, on n'est pas vraiment des animaux, mais si, on est des animaux, on est bien dans la catégorie des mammifères. Et vous voyez que sur cette représentation, on est plus proche du blob que le blob n'est proche des plantes, par exemple. Il a plus de points communs avec nous. Notre dernier ancêtre commun entre le blob et nous est moins loin que de son dernier ancêtre commun avec les plantes. Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était, pourquoi est-ce qu'on en parle que maintenant? Est-ce que ça vient d'apparaître comme ça, le blob? Non. Est-ce que quelqu'un a une idée depuis combien de temps ça vit sur Terre, le blob? 7 millions d'années. 7 millions d'années? Tu peux même monter encore un peu. 8 millions d'années. Encore un peu plus. Quand on commence à parler en millions d'années, on peut facilement ajouter des centaines. On n'est même pas à 2 millions près. 2 millions d'années. Encore plus que ça. 200 millions d'années. 200 millions d'années, on se rapproche, mais même encore plus. Alors 10 milliards d'années, la Terre, elle n'existe même pas. Alors là, c'est un peu trop. Là, d'un coup, on est plutôt autour de 500 millions d'années. Alors en fait, c'est très difficile à dater parce que le blob, est-ce que ça, vous avez vu, c'est tout mou. Donc ça laisse pas vraiment de fossiles. C'est difficile d'avoir des traces, mais on sait que les amoebozoaires, donc sa grande famille, elle est apparue plutôt il y a 700 millions d'années, donc 500 millions d'années. Donc est-ce qu'il a pu côtoyer les dinosaures? Ouais. Le blob, il a vécu probablement avec les dinosaures. On ne peut pas en être sûr à 100%, mais en tout cas, c'est possible. Et alors, pourquoi est-ce qu'on en parle que maintenant? Parce qu'il y a cette personne là-haut qui est Audrey Dussutour, qui est une chercheuse, pas au Muséum national d'histoire naturelle, mais au CNRS, qui a commencé à étudier le blob et a trouvé que c'était une créature fascinante. Elle a écrit des livres, elle a participé à certains films, nous on en a eu aux zoo, donc on en parle énormément. Mais dans les années 50-70, il y a déjà eu des choses sur le blob. Alors on n'appelait pas vraiment encore Physarum polycéphalum le blob, mais il y a eu un film qui s'inspirait un peu d'un autre myxomycète, et donc c'est ce film qui a donné à Audrey Dussutour l'idée d'appeler le blob le blob.
Il y a une histoire très connue d'une femme qui a eu son jardin envahi d'une substance jaune qui était probablement pas le blob, qui était probablement un autre myxomycète. Mais ça a fait beaucoup parler à l'époque. On s'est demandé est-ce que c'était les extraterrestres qui avaient envahi son jardin. Il y a l'armée qui est venue pour détruire la substance. Ça n'a pas marché. Donc vous voyez, le blob, on en parle depuis longtemps. Et même au XVIIIe siècle, et ben en fait, il commençait déjà à observer des créatures qui ressemblaient au blob. À l'époque, ils les mettaient dans les champignons, parce qu'on a eu beaucoup de mal à savoir ce que c'était que le blob. Vous avez vu, nous on a eu un peu de mal, ça a été exactement la même chose pour les scientifiques. Le groupe des amoebozoaires, il existe depuis quelques années. Si ça se trouve, dans 10 ans, on dira c'est complètement faux, on changera complètement. Ça, c'est la science. La science, elle peut changer. Elle progresse toujours, elle amène de nouvelles connaissances, et elle va toujours changer les choses qui paraissent des fois établies. Et maintenant, je laisse la parole à Marlène pour qu'on comprenne un peu plus comment le blob va pouvoir vivre. Alors, est-ce que vous savez déjà comment peut vivre le blob et où vous pouvez le trouver en règle générale? Oui, en forêt. Et tu sais à peu près de quoi il se nourrit dans la forêt? C'est ça, tout à fait. Donc là, vous avez une petite photo qui a été prise donc, au Parc zoologique de Paris. Donc c'est ce qu'on présente en fait au public dans un petit terrarium. Donc là, vous voyez le blob qui est en train de se diriger donc, vers un champignon et on peut voir qu'il commence déjà à monter dessus pour pouvoir le manger. Donc ça, on l'a déjà vu au quotidien sur le champignon. En fait, il absorbe le champignon et 24-48 heures après, quand on revient, des fois, on ne voit plus le champignon du tout. Il a totalement disparu. Et donc au zoo, est-ce qu'on ne nourrit que de champignons? Alors au zoo, non, malheureusement, on ne peut pas le nourrir tous les jours de champignons parce qu'on n'en trouve pas spécialement tous les jours. Donc nous, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? On lui donne à manger le flocon d'avoine, tout simplement. Donc il ne le mange pas réellement, en fait, il va directement se poser dessus et il absorbe tous les micronutriments qu'on peut trouver dans le flocon d'avoine, donc les vitamines principalement. On a vu où est-ce qu'il vivait, on a vu comment il mangeait. Comment est-ce que ça se reproduit? Est-ce que ça se reproduit déjà, puisque c'est pas un animal, on pourrait se poser la question. Ouais, tu penses que oui? Ouais. Ben, c'est là aussi que ça nous diffère d'un animal, parce qu'il va se reproduire de différentes manières. Première manière, celle que vous utilisez souvent au zoo. Ça va être bizarre à dire, mais on le coupe en deux en fait. Donc, ce qui lui permet de pouvoir se reproduire en encore un autre blob qui va encore pouvoir se reproduire et se reproduire si on encore le recoupe en deux. Oh, ils font des clones. C'est des jardiniers cloneurs en fait aux zoo. Et il reconstruit la partie manquante. C'est une créature qui cicatrise extrêmement vite. Et comme il y a plusieurs noyaux dans sa cellule, en fait, elle n'a même pas besoin de se diviser. Elle est déjà équipée pour survivre si elle se coupe en deux. Elle est présente en fait dans toutes les veines qu'on va pouvoir retrouver. Du coup, il suffit de le réhumidifier et de lui redonner à manger. Et vous allez voir d'ici 24-48 heures, il va rejaunir. Vous allez voir les veines réapparaître et c'est reparti pendant 24-48 heures, 1 mois, 2 mois, jusqu'à temps qu'il continue sa petite vie en fait. Et puis l'intérêt, c'est qu'on peut le cloner à l'infini quasiment. Il supporte très bien. On coupe. Il y a beaucoup d'autres cellules qui ne supporteraient pas, ça ne passerait pas. Et bien chez le blob, on peut le faire, peut-être pas à l'infini, mais bon, il y a des sites de vente en ligne de blobs sur Internet ou des sites qui approvisionnent les écoles qui font ça à partir d'un blob qu'ils ont eu il y a des années. Et c'est toujours finalement le même blob qui est commercialisé. Ce qui veut dire que chez le blob, c'est difficile de savoir ce que c'est qu'un individu. Là, je vois bien que vous êtes tous différents, vous n'avez pas tous la même génétique à l'intérieur. Chez le blob, c'est un peu plus compliqué à savoir.
Ça, c'est une des manières de se reproduire. Puis il y en a une autre qui va être une reproduction sexuée. Donc on pourrait se dire, bah là, on se rapproche de quelque chose d'un peu plus connu. Chez les êtres humains, on a en général 2 sexes. Les hommes et les femmes. Chez le blob, il y en a 720. Alors il n'y a pas autant de différence entre les 720 qu'entre nous, hein. C'est un peu différent. Donc ça offre beaucoup plus de possibilités. Et donc quand il y a cette reproduction sexuée qui se produit, on va avoir en fait, vous vous rappelez tout à l'heure quand on a dit que ça pouvait ressembler à un champignon, il y avait une production de spores. Ces spores, elles vont après libérer des gamètes. Les gamètes, c'est des cellules reproductrices. On était tout à l'heure dans les cellules. Dans les cellules différentes, on va avoir les cellules qui se reproduisent. Chez nous, on connaît les spermatozoïdes et les ovules. Voilà. Chez les blobs, c'est des gamètes. Je ne sais pas si elles ont des noms, parce qu'il faudrait 720 noms différents, ce serait un peu compliqué. Et donc, ces petites cellules mobiles, elles vont se rencontrer, et ça va créer un nouveau blob. Là, après, voilà, lui, pour le coup, c'est pas le même individu que ses parents. Il n'a aucun lien d'ailleurs de filiation avec ses parents, il les rencontre jamais, et ça complètement indépendamment. Mais voilà, c'est un nouveau blob. Est-il immortel? Est-ce qu'il y en a qui pourraient répondre à cette question ou pas? Bah, tu penses qu'il est immortel? Eh oui, bien joué. Il peut être mangé par des animaux, il ne peut pas supporter les conditions climatiques aussi. S'il manque d'eau, de nourriture aussi, il ne peut pas survivre. Donc c'est comme un être humain en fait. Donc il ne peut pas survivre s'il n'a pas de nourriture, s'il fait trop chaud, s'il manque d'eau. Le blob ne supporte pas le froid du tout. Il n'aime pas du tout le soleil et il a aussi des prédateurs. Alors quand il n'y a pas de nourriture, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il peut quand même survivre d'une certaine manière en tout cas. Il peut survivre, oui, mais le principal élément qu'il lui faut, c'est l'humidité. Il ne peut pas survivre en fait sans qu'il y ait de l'eau, de l'humidité là où il vit en fait. Il va se dessécher complètement et il va se rendormir en fait. Voilà, il ne meurt pas complètement, il se rendort. C'est ça la différence. C'est que nous, quand il n'y a pas d'eau, est-ce qu'on s'endort tout simplement? Non. Par contre, le blob, oui. Il peut se réveiller, comme tu dis si bien. Il suffit de remettre de l'eau et de la nourriture. Immortel ou pas, déjà, il y a la question du fait qu'il peut se couper en deux et que c'est toujours finalement un clone du même individu. Donc ça peut être une réponse. Est-ce que si tu as exactement ton double qui vit à côté de toi, est-ce que tu es immortel ou pas? Ça, on pourrait se demander. Et puis, il y a effectivement le fait qu'il peut s'endormir quand les conditions sont mauvaises et se réveiller après. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un sacré avantage. Nous, si on pouvait s'endormir quand les conditions sont mauvaises et se réveiller après, ce serait peut-être pas mal. Plusieurs années, plusieurs jours. Du moment où il reste sans eau, sans nourriture, il dort. Tant que vous ne le réveillez pas, en fait, il pourrait rester à dormir. Comme les mousses et les lichens. Ouais, comme les mousses et les lichens, comme les tardigrades aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler des tardigrades. C'est des micros animaux dont on dit souvent aussi qu'ils sont immortels. Ils ne sont pas immortels, c'est juste que quand les conditions sont mauvaises, ils se recroquevillent et ils dorment. Et puis quand les conditions reviennent, hop, ils se réveillent. Ah ouais, oui, parce que vous l'avez dit, par contre, il y a quand même des choses qui le tuent. La lumière, trop de lumière, ça lui plaît pas. Donc si vous venez au zoo et que vous visitez l'endroit où on a le blob, la blob zone, tout sombre, tout noir, faut pas s'inquiéter, il faut pas hésiter à le chercher dans le terrarium parce que des fois il se cache carrément en dessous des souches de bois pour être au moins
avoir le moins de lumière possible en fait. Et puis effectivement, s'il rencontre un prédateur... Pardon. Alors, c'était pas le blob, c'était un autre myxomycète, un cousin du blob. Vous voyez, celui-là n'était pas jaune, il était blanc. Mais vous voyez que, radical. Bah là, même s'il est immortel, même s'il peut s'endormir, ça sert pas à grand-chose, bah non. Mais en fait, c'est un peu comme une hibernation, du coup, pour les autres, par exemple. C'est une sorte d'hibernation, tout à fait. C'est une hibernation plus poussée. Alors chez le blob, aussi, oui, c'est le même phénomène. Chez le blob et chez les tardigrades, c'est le même phénomène. C'est que dans l'hibernation, il va y avoir quand même le battement du cœur très lent, mais un tout petit peu. Chez l'ours, en plus, il va quand même consommer ses réserves de graisse. Chez le blob, il n'y a plus rien qui se passe. Et il ne consomme pas ses réserves. Donc c'est vraiment une forme de... C'est presque une mort quand même. Est-ce qu'il change de forme pendant sa dormance? Non, il ne change pas de forme. Il changera de forme quand il sera en période où il commencera à se réveiller. Il est quand même un peu plus sec. Il se recroqueville, si vous voulez, il devient tout petit, et quand on va remettre de l'eau et de la nourriture, il commence à regrandir en fait, et vous voyez encore les veines qui grossissent au fur et à mesure des jours. Il y a quel escargot, le prédateur du blob? C'est escargot, limaces, quelques petits animaux aussi qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir plusieurs prédateurs. L'ours, non, il va pas. Il faut que ce soit vraiment des prédateurs qui vivent dans le sous-bois, qui se nourrissent vraiment au ras de la terre, donc effectivement des insectes, plutôt des petits animaux quand même. Parce qu'en plus, c'est pas très nourrissant du blob, donc il faudrait en ingurgiter beaucoup. Est-ce que la cellule vieillit quand même? Elle a des systèmes différents de nous, donc au final, elle ne vieillit pas vraiment. Nous, ce qui fait que nos cellules vieillissent, c'est que le bout de l'ADN finit par s'user, et ben chez le blob, on n'observe pas ce phénomène. Donc c'est quand même différent. Est-ce que deux blocs clonés restent identiques ou ils finissent par évoluer différemment? Je dirais qu'ils restent identiques, en tout cas au niveau génétique. Après, il peut y avoir des mutations si ça dure trop longtemps, mais ils peuvent avoir des apprentissages différents, ça on le reverra après, mais ils restent très très proches. C'est des clones et ils vont évoluer finalement comme des clones. On vous a quand même remis le cycle de vie du blob pour comprendre. La forme de dormance, c'est ce qu'on appelle le sclérote. Le sclérote, donc si ça vous intéresse tout à l'heure, j'en ai ramené un. Comme ça, si ça vous intéresse de voir vraiment à quoi ça ressemble, vous pourrez venir le voir en vrai. C'est un organisme qui n'a qu'une seule cellule, mais il fournit quand même des cellules sexuées à un moment donné. Ouais. Donc, du coup, il sait faire d'autres cellules que ça continue. Oui. Moi, je me aussi, est-ce que des clones, ça peut faire faire un autre blob, pas en étant coupé? Que ça peut faire un autre blob pas en étant coupé. Enfin, deux blobs clones, Ouais. et ils peuvent faire un Ils peuvent se refusionner? Oui, voilà. Ouais. Le blob, il peut aussi se fusionner. Effectivement, on ne l'a pas dit. Mais deux blobs qui se rencontrent, s'il y a des affinités, parce qu'il y a aussi des blobs qui ont des gènes différents, donc qui vont pas pouvoir se fusionner. Mais deux blobs différents peuvent se fusionner. Si c'est deux clones, ils vont d'autant plus facilement fusionner. Si c'est deux blobs de souches différentes ou avec un ADN différent, ce sera plus compliqué. Alors on a déjà répondu avec pas mal d'éléments sur pourquoi il nous fascine, mais il y a encore quelques trucs qui peuvent être intéressants. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est à quelle vitesse il grandit le blob. Peut-être qu'on peut en parler un petit peu.
Donc ça, c'est photo réelle au zoo qui nous est arrivé au tout début qu'on a commencé à cultiver le blob. Donc vous voyez qu'il est bien sorti des boîtes pour aller se promener, voir d'autres territoires, se diriger vers d'autres boîtes, voilà. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il va nous envahir demain, qu'on va être recouvert de blob? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop lent. On va le griller à la poêle. Non mais oh, on va pas le griller à la poêle, on n'est pas des méchants êtres humains, on grille pas les autres êtres vivants, quoique si on fait ça, mince. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toute la terre est couverte de forêts et de sous-bois avec de l'ombre et de l'humidité partout? Non, heureusement que non. Exactement. Donc le blob, ça, il y a trop de soleil. Est-ce que nous, au zoo, on a déjà été envahis par le blob? Non, pas vraiment, pas à ce point. Le seul point qu'on a pu avoir, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais il commençait aussi à grimper sur le mur de la pièce. Mais pour être honnête, des fois, on aimerait bien avoir autant de succès avec notre blob, parce qu'on a plus de périodes où notre blob, il n'est pas très très flamboyant, que de périodes où le blob, il s'échappe de ses boîtes. Là, c'était en période estivale, et en période hivernale, là, ça fait depuis quelques semaines qu'on a vraiment du mal à le faire tenir au vu des températures extérieures. Même si la pièce est chauffée, il n'est pas dans les bonnes conditions en ce moment. Là, ça fait peut-être une semaine qu'il commence à revenir tout doucement à son état naturel. Ça veut dire que même si vous chauffez la pièce, il arrive à comprendre qu'on est en hiver, par exemple et que... Oui, je pense, parce que même si la température extérieure ne lui suffit pas, en fait, avec le chauffage, il ressent quand même l'humidité qu'il peut y avoir dans la pièce, même si la pièce est chauffée. Maintenant, on va se demander s'il est intelligent. Est-ce que ce truc qui ne ressemble à rien peut-il être intelligent? Déjà, il faudrait savoir ce que c'est qu'être intelligent. Et ça, c'est compliqué, en fait. Savoir plus de choses que les autres. Comment est-ce qu'on peut savoir si le blob sait plus de choses que les autres? C'est être intelligent, c'est réfléchir pour, par exemple, mieux survivre avec d'autres choses et savoir prendre des décisions pour sa survie. Savoir réfléchir pour améliorer sa survie, prendre des décisions. Est-ce que un truc jaune sans cerveau, parce que s'il n'a qu'une cellule, il n'a pas de cerveau, est-ce que ça peut réfléchir? Est-ce que ça peut faire ça? La capacité d'apprendre. Mais est-ce que ça peut faire apprendre? Ça paraît incroyable quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être possible? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il va sentir ce qu'il va manger. Effectivement. Ouais, effectivement, on va voir tout ça. Première observation, on a mis du blob, on lui a proposé 2 aliments différents. Saucisson, tomate. Qui se dirige vers la tomate parmi vous? Qui se dirige vers le saucisson? Lequel est le meilleur pour la santé? La tomate ou le saucisson? Le blob, qui n'a toujours pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, pas de main, pas de cerveau, juste rien, il va déjà être capable d'analyser son environnement, de savoir détecter la meilleure nourriture pour lui, de faire des choix. Tu disais que être intelligent, c'est savoir faire des choix, il sait choisir. Si on lui propose, alors nous, au zoo, on ne le fait pas, mais les chercheurs qui l'étudient font ça, ils lui proposent plein de nourritures différentes. Certaines qui sont très bonnes pour sa santé,
certaines qui sont très mauvaises. Et bien quasiment dans tous les cas, il va vers la nourriture qui est bonne pour sa santé. Il sait différencier différents sucres. Nous, on nous propose du sucre, on dit bah c'est du sucre, mais le sucre qui est dans les fruits, le sucre qui vient de la canne à sucre, tout ça, ça va pas être les mêmes sucres. Et bien lui, il sait les différencier. Il sait détecter des microdoses que nous, on voit même pas, tellement il a des sens, mais qui sont pas des sens comme les nôtres, puisqu'il est toujours qu'une cellule, qui vont être absolument exceptionnelles. Ça, est-ce que c'est une forme d'intelligence? Bah oui, d'une certaine manière, hein. Ça montre quand même qu'il est capable de l'analyser, de détecter, de pouvoir choisir et prendre des décisions. Tout à l'heure, hein, c'est toi là-bas ou je sais plus qui a dit que l'intelligence c'était d'apprendre des choses. Ben voilà un exemple. Le blob, il déteste le sel. Vraiment, il n'aime pas ça. Mais quand on lui propose de la nourriture derrière du sel, il finit par y aller. Et plus on le fait, plus il va y aller rapidement, parce que plus il se rend compte que finalement il y a un bénéfice derrière. Moi, je voulais dire avant, et que papa ne voulait pas que je dise, c'est qu'en fait, le blob avait appris à aimer le sel. Ouais, il a appris d'une certaine manière. Alors peut-être pas à aimer, c'est comme nous, quand on n'aime pas quelque chose, on l'aime jamais, mais en tout cas on comprend que c'est bon pour nous, et que derrière il y a quelque chose de bon. Donc il va vaincre ce qu'il n'aime pas pour atteindre son but. Nous, on n'aime pas forcément aller à l'école, mais on sait que c'est important pour nous d'y aller. Et ben, on y va, parce qu'on sait qu'après, ça sera très 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 utile. Le blob, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on étudie à l'intérieur du blob, en fait, il ingurgite un peu de sel, et il devient lui-même un peu salé. Et a priori, c'est ça qui lui permettrait d'apprendre, en fait. Il a cette mémoire qui va être en lui. Et quand on fait fusionner un blob qui a franchi le pont de sel et un blob qui n'a jamais franchi le pont de sel, puisqu'on a dit qu'il pouvait fusionner, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a fusionné avec le blob qui avait appris à traverser le pont de sel, et là, il va apprendre aussi ça. Exactement. Il peut partager son savoir à qui? Ça, c'est pas mal quand même. À qui il veut. Du moment qu'ils sont compatibles et qu'ils arrivent à fusionner, ça marche. Ça voudrait dire que nous, par exemple, on fusionnerait et d'un coup, tu aurais tout le savoir sur le blob que j'ai. Et moi, en contrepartie, j'aurais tout le savoir que tu as. C'est ça qui est intéressant en plus. Ah oui, et puis ça, c'est intéressant, c'est que si on l'endort et qu'on le réveille plus tard, eh ben, il s'en rappelle encore. Donc... pour quelque chose qui a toujours pas de cerveau, toujours pas de nez, toujours pas d'yeux, toujours pas de main, toujours rien, c'est pas mal quand même, hein. Toujours pas de pieds. Maintenant qu'on a vu toutes ces performances, peut-être on peut se demander s'il a un rôle dans la nature, parce que souvent on dit que tous les êtres vivants ont un rôle dans la nature. Alors des fois on s'en rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais est-ce que le blob il a un rôle? C'est juste une autre question. Est-ce que le blob, ça a des émotions? Par exemple, la peur, la colère? Est-ce que tu as déjà remarqué si le blob éprouvait de la peur ou de la colère? Non, pas vraiment. Alors ce qu'on a remarqué par contre, c'est que les blobs n'ont pas tous la même personnalité. Certains blobs vont être, selon l'endroit d'où ils viennent dans le monde, c'est la même espèce, mais ils sont un petit peu différents. Et donc il y en a qui sont plus rapides, d'autres qui vont être un peu plus rentre-dedans, ils arrivent dans un endroit, ils explorent tout, ils vont pas tout casser parce que c'est du blob, mais voilà, ils sont un peu plus entreprenants, d'autres qui vont être plus discrets, d'autres qui vont suivre les autres, donc ils ont quand même différentes personnalités. Après la peur, je sais pas, effectivement, je suis pas sûre que ça sera un petit peu difficile à marquer. Il y avait une autre main levée, non, j'ai... Peut-être qu'il a peur des créatures qui essayent de le manger, comme la limace. C'est tout à fait possible. Peut-être que dans un an, Audrey du futur va nous dire j'ai fait une expérience et j'ai montré que le blob avait peur. C'est possible. Son rôle, effectivement. Des fois, dans un écosystème, donc dans le milieu naturel, le rôle d'une espèce, ça peut être de nourrir d'autres animaux. C'est le rôle des proies face aux prédateurs, effectivement.
Et puis le blob, quand il mange des champignons, quand il mange des bactéries, il va aussi laisser des traces derrière lui, laisser des excréments. Et bien tout ça, ça participe au grand cycle de la matière. Ce qui fait que peut-être un jour, vous avez ingéré un morceau de matière qui est passé dans une plante, qui était d'abord passé dans un blob. Vous avez peut-être un petit morceau de matière qui a transité par un blob en vous. Donc ça a un rôle, même si on ne s'en rend pas compte au quotidien, même si on ne le voit pas. Ça participe, comme toutes les petites bêtes du sol, très très utile. Puis-je en avoir chez moi? Oui, vous pouvez en avoir à la maison. Alors n'essayez pas d'aller chercher dans la nature, parce que vous allez avoir du mal à le trouver, c'est difficile. Il y en a, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé un blob, parce que pour identifier Physarum polycéphalum, il faut regarder ses spores. Et il y a d'autres myxomycètes qui ressemblent. Donc, quand on nous dit on va chercher un blob dans la forêt, il faut être un grand spécialiste. Moi, je ne pense pas que je serais capable de le faire. Mais effectivement, on peut l'élever. Donc après, on va voir justement comment on s'en occupe au zoo avec une petite vidéo. Alors là, en fait, on va faire revivre une sclérote de blob. Le sclérote, c'est un blob séché en fait qu'on va essayer de remettre en vie. Donc on coupe du papier canson, qu'on humidifie, on pose la sclérote directement dessus, qu'on réhumidifie également. Et là, je lui apporte de la nourriture en fait. Il mange de la moisissure, de champignons. Quand on mouille le flocon d'avoine, ça crée une moisissure et c'est ça qui l'attire en fait. Voilà, on referme la boîte et d'ici 24 à 48 heures, il y aura une évolution. Donc là, ça fait à peine 2 minutes que j'ai mis la sclérote dans le pétri. On voit déjà qu'il a été se balader sur du flocon d'avoine en fait, ici. Facile. Est-ce que c'est si facile que ça? Pas vraiment, parce il peut être contrariant au jour le jour. Des fois il en veut, des fois il en veut pas. S'il fait trop chaud, pas assez chaud. Donc en fait, au jour le jour, quand on vient avec les collègues pour s'en occuper, chaque jour est différent en fait. Est-ce que quelqu'un ici a du blob chez lui? Vous là-bas, est-ce que c'est facile de votre côté? Tout se passe bien? On l'a apporté là, il est endormi. Effectivement, il y a moyen d'avoir du blob chez soi. Hein. On en trouve en vente sur Internet. Il y a des kits pour élever le blob, pour faire des expériences avec le blob. Vous pouvez trouver plein de choses pour vous en occuper. Des fois, la crainte, c'est de se dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire si on en a trop, si on en envahit? Mais vous remarquez que c'est difficile d'être envahi de blob. Hein. Dans les livres d'Audrey Dussutour, ça fait toujours rêver. Elle est tout le temps, elle revient le lendemain matin, son bureau est couvert de blob. Nous, on n'a jamais eu ça. Hein. On aurait bien aimé, mais jamais. Je sais pas, elle doit avoir un secret. Elle nous l'a pas donné. Alors, justement, pour en savoir plus, vous pouvez venir au zoo, hein, parce que vous verrez le blob en vrai, vous pourrez voir de temps en temps les jardiniers s'en occuper, vous avez des petits ateliers autour du blob auxquels vous aurez toutes les réponses puisque vous avez déjà tout vu. Vous avez les livres d'Audrey Dussutour, justement, qui sont très bien faits. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que c'est vrai que ça permet vraiment de tout comprendre. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues parce qu'en fait le blob, on continue beaucoup de l'étudier aujourd'hui. Il y a encore plein de choses qu'on ignore, plein d'expériences qu'on fait. Tout à l'heure tu m'as parlé de Thomas Pesquet. Pourquoi est-ce que tu m'as parlé de Thomas Pesquet? Ouais, il a emmené le blob dans l'espace pour faire des expériences dans la Station Spatiale Internationale. En même temps, il y a eu des expériences dans les classes. Et donc tous les ans, il y a des nouvelles découvertes qui sont faites à propos du blob. Comment il peut nous aider, comment certaines substances qu'il peut produire peuvent être utiles pour faire des médicaments peut-être. Comment sa capacité à résoudre les problèmes, à faire des labyrinthes, ça peut nous aider à améliorer les réseaux. C'est les réseaux de route, les réseaux de train, les réseaux dans les ordinateurs. Donc il y a plein de choses encore qui sont faites. Ils font piloter des ordinateurs et des petits robots avec le blob, elle explique dans le livre.
Ah, si tu fais un chemin de saucisson, non, tu n'auras que des petits enfants, mais pas de blobs. Sauf si il n'y a rien d'autre, au bout d'un moment, il ira peut-être, il se forcera, mais un chemin de saucisson... Mais si on peut aller trouver un bon truc, par exemple un champignon. Ouais, par contre, si tu fais un chemin de champignons ou de jaune d'œuf, il aime beaucoup le jaune d'œuf, je crois. Hein. Je sais pas si aux zoo, non, on lui en donne pas souvent, hein, mais... Oui, c'est vrai, effectivement. Si on fait un chemin très long de tomates qui va partout dans un labyrinthe, mais en sens contraire, un endroit où il y a une espèce de montagne de tomates, qui en a plus, est-ce qu'il va prendre plutôt un chemin pour aller à la montagne de tomates ou plutôt celle où il y a un chemin de tomates? Ben ça, il fera des essais et puis quand tu recommences, il trouvera la meilleure option pour lui. En fait, c'est ça qui est spectaculaire, c'est que quand on lui fait faire plusieurs fois la même chose, il va optimiser sa réponse. Donc ça, moi je ne saurais pas te répondre pour lui, mais lui, il saura au bout de plusieurs fois le faire. Je voulais savoir s'il n'y avait que le blob qui avait ces caractéristiques-là ou s'il y avait d'autres... Ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne sais pas, mais je suis convaincue que d'autres myxomycètes les ont aussi. C'est juste qu'on ne les a pas étudiés. On se rend compte en étudiant les animaux qu'ils ont plein de particularités. Toi, au contact des plantes, je suis sûre que tu te rends compte qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qui semblent bizarres des fois. Et qu'on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Donc d'autres myxomycètes ont forcément cette caractéristique-là. Il n'y a pas de raison. Mais là, il est à peu près plat sur Terre, ça veut dire que dans l'espace, peut-être qu'il peut faire des collades. Dans l'espace, je crois qu'il se soulevait un petit peu. Hein. Effectivement, comme il n'y avait plus la pesanteur, il était un peu moins plat. Ah bah oui, de toute façon, il essaiera tout. Il est gourmand, le blob, quand même, donc il va essayer les différentes options, il va faire le chemin, la montagne, il essaiera tout. Mais ici, il n'y a aucune sortie. Dans le labyrinthe, il n'y a aucune sortie. Il y a de la nourriture, mais il n'y a aucune sortie. La nourriture en côté. Le labyrinthe, il n'y a aucune sortie. Est-ce qu'il va grimper sur les murs? Ah, s'il arrive à sentir qu'il y a de la nourriture de l'autre côté, oui. Il est capable de percevoir. Parce que sous ces expériences que les chercheurs font, ils le font sur... nous, on ne le cultive pas sur de la gélose, donc sur un milieu un peu gélatineux. On le cultive sur du papier filtre, comme les filtres à café. Donc, mais même dans les deux cas, les odeurs, les goûts, tout ça, ça se diffuse. Donc s'il sent derrière la barrière qu'il y a à manger, bien sûr qu'il va monter. Il est tout à fait capable de faire ça. Quand Est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau moléculaire lorsque le blob bouge? Qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur? c'est vraiment dans les petits vaisseaux, en fait, le liquide qui va faire pression sur la paroi, enfin sur les pseudopodes. Ça va créer des extensions et c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Ça se voit plus particulièrement au microscope. On ne le voit pas à l'œil nu comme ça. Il faut vraiment, avec le microscope, zoomer pour voir vraiment les battements et le cheminement des veines, en fait. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait différents types, différents sexes en fait qu'ils avaient. Qu'est-ce qui se passe justement dans une montée? Il y a un type 43 avec un type 500. Le résultat, c'est quoi? Ça, je ne saurais pas répondre. C'est un nouveau type? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. On a écrit type 43 et type 150. Si ça se trouve, ils ne sont pas compatibles en plus, mais je ne sais pas ce que ça fait comme combinaison. Non, tous les sexes ne sont pas forcément compatibles, même si j'ai l'impression que ça a l'air plutôt compatible, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas compatibles. Je sais pas, je peux pas te répondre. Vous avez dit que c'est une cellule avec plusieurs noyaux. Est-ce qu'il en produit d'autres noyaux ou il reste toujours avec le même nombre de noyaux? Très bonne question, effectivement. Tu veux lui répondre? Je sais pas. Je sais pas non plus. Je pense qu'il y en a quand même des nouveaux parce qu'il n'y a pas de raison que sinon
le couperait, au bout d'un moment, ça marcherait plus. Il y aurait des parties sans noyau. Or, quand on le coupe, il arrive toujours à redémarrer. Donc, et il grandit. Donc, il y a forcément des nouveaux noyaux qui se développent, enfin, qui se dupliquent. Est-ce que quand les blocs Est-ce que quand deux blocs fusionnent, est-ce qu'ils peuvent après se redécrocher? Bah, si on les recoupe, oui, ça recommence. Et après, ça peut se refusionner. Et quand ils sont incompatibles, ils peuvent se séparer aussi. Quand ils ont à l'intérieur de leur génome des choses qui sont incompatibles, ils vont repartir chacun de leur côté. Par contre, s'ils sont compatibles, il n'y a pas de raison qu'ils se rescindent en deux. À part c'est la nourriture et Si j'ai bien compris, le blob ce serait un décomposeur de matière organique. Ça fait partie des décomposeurs. Oui, en tout cas, il intervient dans le cycle de la matière à ce niveau-là. Et du coup, ces excréments, ça ressemble à quoi? Alors, naturellement, il laisse du mucus toujours sur son passage. Et après, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. On ne le voit pas, c'est tellement... Nous, quand on voit sur les souches de bois, en fait, on voit un tout petit filament blanc. Donc on voit où il est passé. Mais après, on ne peut pas vous dire plus que... Ça ne demande pas un entretien de nettoyage Nous, les souches de bois, on les nettoie parce que quand elles sont trop vieilles, en fait, il ne revient pas spécialement là où il est passé. En fait, il doit sentir qu'il est déjà passé à ce niveau-là. Et la souche de bois, quand elle vieillit, on s'est rendu compte qu'il n'aimait pas trop ça. Donc on en reprend des nouvelles et on recommence le cycle habituel, en fait. Ça correspond à quoi votre nombre de boîtes de pétri pour l'élevage? Comment vous maintenez l'élevage? Ça dépend des jours. Là, en ce moment, on est à 15 boîtes et il faut les maintenir. On essaye de les maintenir au jour le jour. Le plus gros qu'on ait eu, c'est une trentaine de boîtes en fait. Mais aujourd'hui, on est à 15 parce que déjà, ça nous prend 1 à 2 heures par jour pour s'en occuper. Et on n'a pas une pièce non plus qui nous permet d'avoir une grosse culture. Donc là, en ce moment, on tourne à 15 boîtes. C'est déjà pas mal. Et alors vous coupez à chaque fois un petit morceau pour le mettre dans une autre boîte et vous liquidez quoi? C'est ça. C'est pas qu'on liquide, c'est qu'on coupe pour en refaire d'autres et aussi pour présenter aussi au public. Donc on met sur les écorces de bois et il part tout seul sur les écorces en fait.